Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de comment est-ce que j'ai reçu plus de 500 000 € d'investissement à l'âge de 20 ans pour ma toute première startup. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses qu'on peut faire d'un point de vue business ou entrepreneuriat. Et je me rends compte en regardant mon parcours dans cette première aventure qu'il y a énormément d'erreurs que j'ai faites, qu'on aurait pu éviter ou tout simplement améliorer avec tous les outils d'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui. Donc le but, c'est de vous présenter ces 11 erreurs et de vous montrer comment est-ce que vous pouvez, à partir des leçons que j'ai tirées de ces erreurs, maximiser votre utilisation de l'intelligence artificielle pour éviter de les faire à votre tour dans votre parcours d'entrepreneur potentiellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue, je m'appelle Yas. Sur cette chaîne, je parle d'IA générative, mais surtout de comment implémenter l'intelligence artificielle dans les entreprises et dans les business pour améliorer leur quotidien. J'ai notamment fondé, il y a maintenant presque 2 ans, Chatflow AI, qui est une boîte de consulting où on aide des entreprises qui génèrent jusqu'à 300 millions de revenus par an à intégrer l'IA pour optimiser leur processus et faire le pivot technologique auquel on est tous en train de faire. Et il y a de cela 6 mois, j'ai fondé l'une des plus grandes communautés autour de l'intelligence artificielle qui réunit aujourd'hui plus de 30 000 membres actifs. Mais au-delà de tout ce que j'ai pu faire ces 2 dernières années, et bien avant, j'ai eu d'autres entreprises, d'autres projets, notamment celui pour lequel j'ai levé plus de 500 000 € en pré-seed. Donc quand je dis que j'ai reçu 500 000 €, c'était 500 000 € d'investissement dans notre première startup. Et malgré que cela valorisait l'entreprise à plus de 2 millions d'euros, c'était qu'une valorisation sur le papier. Et justement, sur tout ce qu'on a pu apprendre ces dernières années, j'ai envie de vous partager les erreurs les plus grosses que j'ai pu commettre lors de cette aventure qui font de moi l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Donc la toute première erreur qu'on a pu commettre à cette époque-là, c'était un focus sur l'intelligence artificielle. Alors je sais que ça peut paraître ironique au vu de tout ce que je vous raconte sur mes vidéos depuis maintenant 1 an, mais pour remettre un peu dans le contexte, Poke est né en 2020. Donc ça fait plus de 6 ans que j'entreprends maintenant et cette startup est née en 2020. C'est-à-dire que l'IA générative n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et jusqu'à la fin de cette aventure, fin 2022, on a commencé à voir justement autour de nous qu'énormément de startups qui réussissaient à lever des fonds. Donc quand on lance une startup en général, dans la plupart des startups que vous allez voir que les dirigeants courent après l'argent, entre guillemets, et cherchent à lever des fonds. Vous pouvez lever des fonds auprès de business angels, donc des investisseurs privés, ce qu'on a fait nous pour un pré-seed. Donc on avait levé plus de 500 000 € en pré-seed, qui est un des premiers paliers d'investissement les plus tôt. Mais après, en général, ce qui va se passer, c'est que pour lever des plus grosses sommes, 2, 3, 4, 5 millions, on va aller pitcher, donc on va aller faire des présentations auprès de VC, qui sont littéralement des investisseurs professionnels qui vont venir répartir du capital risque, qu'on appelle comme ça, dans les startups. Et donc les VC, justement, on voyait bien avec mes associés que toutes les startups qui réussissaient à lever des fonds, c'était encore l'ère un peu folle des investissements en fin 2022, étaient dans l'intelligence artificielle. Donc la première erreur qu'on a faite, c'est qu'en voyant ça, on s'est dit, ok, on va ajouter une slide dans notre présentation pour dire que nous aussi, dans notre futur logiciel, on va avoir de l'intelligence artificielle. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on a fait toute une slide entière pour parler de machine learning, alors que la réalité, c'est qu'on vendait de l'intelligence artificielle, mais on ne vendait pas exactement la valeur ajoutée qu'il y avait derrière. Et on aurait mieux fait de se concentrer à développer notre produit plutôt que uniquement se concentrer sur le pitch à ce moment-là. Je trouve que cette première erreur, elle est particulièrement intéressante aujourd'hui en 2025 dans le sens où je vois énormément d'entrepreneurs sur les réseaux ou sur LinkedIn qui essayent de vendre de l'IA pour vendre de l'IA. Et ça, c'est une des plus grosses erreurs que je vois même dans ma communauté gratuite, c'est que lors des appels de vente avec les entreprises, je vois beaucoup trop de gens qui pensent que simplement en mettant en avant le fait qu'ils vont implémenter l'IA, eh bien l'entreprise en face va dire amen à tout et va accepter les contrats. Alors que la réalité, c'est que l'intelligence artificielle, c'est qu'un outil qui permet de créer une solution à un problème et pas une finalité en soi. Donc attention, quand vous créez des solutions d'intelligence artificielle, quand vous vendez des services ou des produits, c'est important de garder en tête que ce que vous voulez vendre, c'est une situation désirée et non pas l'intelligence artificielle. La deuxième erreur qu'on a commise à ce moment-là, c'était le perfectionnisme. On attendait le moment parfait pour commercialiser sérieusement notre application. On attendait le moment parfait pour parler autour de nous de l'utilisation de notre logiciel. Et en fait, on voulait tout le temps rajouter des fonctionnalités plutôt que se concentrer à avoir un MVP au plus vite. La réalité, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas des outils comme Lovable, Bolt, etc. Ce qui faisait que pour développer un MVP, n'étant pas nous-mêmes développeurs il y a 5 ans, eh bien, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc, ne soyez pas perfectionniste, tirez parti des outils que vous avez aujourd'hui entre les mains, Lovable, Bolt, Cursor, et mettez en place des MVP que vous allez pouvoir mettre directement sur le marché. C'est quoi un MVP? C'est littéralement Minimum Viable Product, donc le produit minimum qui va amener de la valeur ajoutée à votre futur client et qui va résoudre un problème. J'en parle assez souvent dans mes vidéos, mais c'est un concept qui s'applique à tous les business models. N'attendez pas d'avoir le futur produit de vos rêves parce que dans tous les cas, il ne ressemblera probablement pas à ce que vous imaginez. Mettez quelque chose sur le marché, un service, un produit, une application, et le marché se chargera de venir modeler votre service, offre, application selon ses besoins. Et c'est pas dans votre imagination ou dans votre tête que vous allez réussir à trouver le produit parfait comme ça. Donc mettez des listes d'attente en place, créez une landing page sur laquelle vous pouvez renvoyer des potentiels prospects pour venir valider votre offre et aller de l'avant. N'attendez pas le moment parfait. La troisième erreur qu'on a fait, c'est
que je pense qu'on a voulu pivoter trop tôt. Pour vous remettre un peu dans le contexte, le tout début de Poke se concentrait uniquement sur la vente de puces NFC avec notre application mobile. C'est-à-dire que nous, on commercialisait ces fameuses puces NFC que vous pouvez retrouver dans votre carte bancaire ou dans votre téléphone, ce qui vous permet de faire des échanges de données sans contact. Et en fait, les restaurants utilisaient ces puces NFC ou les différentes entreprises, même des personnes privées, des professionnels, qui l'utilisaient comme une sorte de carte visite digitale pour intégrer l'entièreté de l'écosystème digital uniquement sur un seul profil. Pour ceux qui connaissent Linktree, c'était littéralement la même chose sous forme d'application mobile, sauf que nous, on commercialisait des puces NFC pour permettre de faire le lien entre le monde physique et le monde virtuel. Sauf que très rapidement, le business a explosé, on a fait plus de 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel, il y avait énormément d'engouement sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, et en fait, c'est ça qui nous a permis de lever des fonds. Sauf qu'une fois qu'on a levé des fonds, je pense qu'il y a eu peut-être soit trop d'ambition, soit un certain manque de courage, et on s'est dit qu'on allait se débarrasser des éléments du quotidien de notre entreprise qui ne nous plaisaient pas. C'est-à-dire que les puces NFC, il faut savoir que maintenant en 2022, les téléphones, les lecteurs de puces NFC qui sont intégrés dans vos téléphones ne lisaient pas aussi bien qu'aujourd'hui les puces NFC. Ce qui faisait que je dirais 7 fois sur 10, quand un téléphone s'approchait d'une de nos puces NFC, selon à quel point le téléphone en question était récent, eh bien la puce NFC n'allait pas fonctionner. Et du coup, ce qui faisait que quand on faisait des démos, quand on montrait des gens, eh bien voilà, 2-3 fois sur 10, ça fonctionnait pas. Et ça a fini par créer une sorte de gêne chez nous parce qu'on débutait encore et qu'on avait l'impression que nos produits ne fonctionnaient pas. Le deuxième point, c'est que c'était encore dans cette fameuse période de pandémie, ce qui faisait que la logistique était assez compliquée à gérer. Il y avait pas mal de support client à faire, on devait nous-mêmes s'assurer que les produits arrivaient à bon port parce qu'on livrait des fois plus de 500 puces NFC pour des grosses boîtes. Et du coup, je pense que l'entièreté de tout ça, plus beaucoup d'ambition et d'étoiles dans les yeux quand on regardait des films comme celui de Mark Zuckerberg sur Facebook, ont fait qu'on a voulu lever des fonds et transiter et pivoter notre business entier sur un business de SaaS. Donc on s'est dit, ok, les gens nous aiment et aiment notre produit principalement pour l'application mobile. On a mis de côté les puces NFC pour se concentrer sur le développement d'un logiciel web qui reprenait, qui venait concurrencer littéralement Linktree. Sauf que nous, on allait tirer parti des API des différentes plateformes pour immerger encore plus les spectateurs dans le monde virtuel de nos entreprises. Et du coup, on a pivoté et je pense que ça a été une erreur, sachant qu'on avait entre les mains un business qui fonctionnait déjà très bien, qui générait déjà un cash flow et qui avait fait ses preuves. La quatrième erreur qu'on a fait, c'est de se concentrer uniquement sur les levées de fonds. Ça, c'est une erreur qu'on voit énormément chez les start-upers qui, je pense, pour la plupart, pensent que lever des fonds est déjà une réussite en soi. Alors oui, c'est une réussite, mais c'est pas la finalité. C'est là que le début du travail commence. À partir du moment où vous avez les fonds, c'est là qu'il faut se mettre bouchée double. Sauf qu'aujourd'hui, je vois énormément de gens sur LinkedIn et déjà à l'époque qui, lorsqu'ils levaient des fonds, voilà, j'ai levé 2 millions, j'ai levé 3 millions, le mettaient partout, faisaient des articles, passaient dans les journaux, alors qu'en réalité, l'entreprise n'était pas rentable. Et l'erreur qu'on a faite à l'époque, je pense, c'est qu'une fois qu'on avait réussi à lever ces 500 000 €, eh bien, c'est qu'on passait la grande majorité de notre temps à courir après la prochaine levée de fonds pour revaloriser encore plus l'entreprise. Là où je pense qu'avec du recul, on aurait dû se concentrer à 100% sur l'acquisition de clients et le développement de notre produit. Après, très clairement, en soi, c'était pas une grosse erreur. Il y a énormément de gens qui le font également, mais aujourd'hui, je suis convaincu que le cash flow est roi. Vraiment, soyez cash flow positif, créez des entreprises qui, dès le début, sont rentables et ça vous donnera beaucoup plus d'arguments, que ce soit pour les investisseurs, que ce soit pour des partenaires, peu importe ce que vous voulez faire par la suite, eh bien, ce sera un vrai levier de négociation, étant donné que vous n'avez pas besoin de la personne en face, vu que votre business est déjà indépendant et autonome. Alors que quand vous n'avez pas justement cette rentabilité, ce cash flow régulier, eh bien, vous allez courir après l'argent et vous allez être dépendant littéralement des investisseurs qui pourront mettre toutes les conditions qu'ils voudront sur le contrat et en général, ça se finit rarement très bien. La cinquième erreur qu'on a commise et que je vois énormément chez les entrepreneurs qui débutent, c'est de vouloir garder notre idée secrète. Et ça, franchement, c'est vraiment une erreur qui est toute bête. On allait jusqu'à faire signer des NDA, c'est donc des contrats de confidentialité à toutes les personnes à qui on parlait de notre futur projet en pensant qu'on voulait nous voler notre idée. Et honnêtement, on aurait beaucoup plus gagné à parler autour de nous de notre idée à n'importe qui, à donner même tous les détails que vouloir tout garder pour nous. Et au final, on sait tous très bien qu'une idée sur le papier, ça vaut rien. C'est l'exécution qui fait réellement la différence entre une bonne et une mauvaise idée. Ensuite, la sixième erreur qu'on a faite, c'est qu'on gérait mal la charge de travail. C'est-à-dire qu'on se concentrait probablement sur les mauvaises tâches. Aujourd'hui, je me rends compte avec du recul, et c'est normal, on était encore jeune, qu'on ne savait pas réellement travailler. C'est-à-dire qu'on allait passer peut-être beaucoup de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée pour le business, là où d'autres tâches auraient pu faire avancer plus concrètement les choses. Et une question que vous pouvez vous poser dans ce genre de contexte, c'est si je vous dis, ok, aujourd'hui, tu as 3 mois devant toi pour générer 10 000 € de chiffre d'affaires, sinon la moitié de tes amis vont mourir, eh bien, tout de suite, je suis sûr que tu vas te concentrer sur les bonnes tâches à valeur ajoutée pour ta boîte. C'est-à-dire que tu vas chercher à acquérir de nouveaux clients, tu vas chercher à parler de ton produit et tu vas chercher à faire du chiffre. Là où nous, à l'époque, on allait se concentrer peut-être sur d'autres éléments qui ne touchaient pas directement aux revenus de l'entreprise, ce qui n'était pas essentiel à ce qu'on faisait day by day. La septième erreur qu'on a fait, ce sont les vanity metrics. Alors,
c'est quoi les vanity metrics? C'est les, disons, les chiffres ou les statistiques qui gonflent un peu notre ego. Alors, je pense qu'on a toujours su rester très humble sur ce qu'on faisait, mais entre nous, je pense qu'on a réussi aussi un peu à gonfler notre ego en pensant que parce qu'on avait levé 500 000 euros à seulement 20 ans, que parce que notre boîte, sur le papier, encore une fois, je le précise, valait plusieurs millions, que parce qu'on avait sponsorisé une voiture de Formule 2 durant toute une saison, on était des superbes entrepreneurs. Et je pense qu'avoir confiance en soi, c'est une superbe chose, mais savoir garder la tête froide est tout aussi importante. Et la réalité de la chose, c'est qu'on n'avait encore rien accompli et qu'on avait encore beaucoup de chemin à parcourir en tant qu'entrepreneur. Donc faites attention avec ces statistiques qui peuvent être impressionnantes. Restez concentré sur votre travail, concentrez-vous sur votre business et laissez de côté tous ces éléments qui peuvent venir gonfler votre ego sans aucune raison vraiment valable. La 8e erreur, ce sont les dépenses inutiles. Alors effectivement, à l'époque, je pense qu'il y avait quelques dépenses inutiles qu'on aurait pu éviter, notamment le fait d'avoir des bureaux. Alors on n'avait pas des bureaux gigantesques, mais quand même des bureaux en plein centre de Paris pour plus de 4-5 personnes, c'est quand même quelque chose qui peut vite coûter cher. Et je pense que ce genre de dépenses, on aurait pu s'en passer pour garder tout ce cash pour le réinvestir 100% sur l'acquisition client, sur le développement du produit. Et effectivement, on était tellement dans cette matrice de vouloir cacher notre idée, de vouloir ne montrer à personne ce qu'on faisait tant qu'on n'allait pas avoir notre produit final sur le marché, qu'on s'est dit qu'on était obligé d'avoir un bureau pour cacher ce qu'on était en train de faire, ce qu'on était en train de préparer. Alors que je pense qu'on aurait très bien pu prendre des cowork et nous mettre aux yeux de tout le monde, créer des connexions, créer des liens avec d'autres personnes qui étaient dans les bureaux pour en maximiser le go-to-market une fois qu'on allait avoir un produit qui était sensiblement prêt. La 9e erreur, c'est les dépenses marketing. Alors quand je parle de dépenses marketing, je ne vous parle pas de marketing qui était lié à l'acquisition client direct. Il faut comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où on a initié le pivot et qu'on a laissé de côté les puces NFC qui étaient notre revenu principal dans le début de Poke, eh bien on était dans une situation de pur développement. On était dans cette matrice de se dire qu'on allait créer le meilleur produit possible uniquement en version freemium, donc c'est un business model qui consiste à avoir le maximum d'utilisateurs gratuits qu'on allait essayer de convertir en payant par la suite. Et donc à ce moment-là, on n'avait pas de produit concret qui nous permettait de générer des revenus. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même initié des grosses dépenses en marketing qui ne nous permettaient pas de faire de l'acquisition, mais qui allaient être par exemple pour créer une vidéo publicitaire, faire de la DA, créer une brand pour notre entreprise. Et tout ça, c'est des dépenses qui nous ont coûté des dizaines de milliers d'euros. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur mon profil LinkedIn la vidéo publicitaire et 2-3 autres images qui vous montrent qu'on avait fait beaucoup d'efforts sur l'image qu'on renvoyait, alors que je pense qu'on aurait pu garder cet argent encore une fois pour se concentrer sur de l'acquisition client une fois qu'on aurait eu notre produit sur le marché. La 10e et avant-dernière erreur est probablement l'une des plus grosses erreurs qu'on a pu concevoir, qui est liée au fait qu'on était perfectionniste, qui était celle de ne pas avoir un CTO ou un profil purement technique dans les membres fondateurs de Poke. C'est-à-dire qu'on était plusieurs associés, certains avaient un profil un peu plus technique que les autres, mais on n'avait pas de réels développeurs avec nous sur la partie logicielle de Poke. Ce qui faisait qu'on était entièrement dépendant d'une agence de développement avec qui on travaillait. Et cette agence de développement, alors on était déjà passé par eux pour développer le début de notre MVP, mettre sur papier le parcours utilisateur, etc. Ils nous avaient déjà facturé une dizaine de milliers d'euros pour rien de concret. Et au final, quand on les a contactés pour leur dire « Ok, voilà, on a déjà travaillé ensemble, on a mis sur papier ce qu'on veut faire sur ce logiciel, maintenant on veut développer le MVP. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'ils ont vu très rapidement qu'on avait pas mal de fonds, qu'on avait accès à un certain, disons, à certains investisseurs qui avaient les moyens d'investir encore plus dans notre projet, eh bien, ils nous ont littéralement proposé de développer notre MVP pour 1 million de francs, ce qui fait un peu plus en euros. Et du coup, ça, c'est l'autre erreur que je vous recommanderais de faire attention. Je sais qu'aujourd'hui, énormément de gens veulent se lancer dans l'implémentation de l'intelligence artificielle et cherchent à déléguer tout de suite à des développeurs ou à des agences. Et ce que je vous recommanderais de faire, c'est de commencer à vous former vous-même directement sur les outils d'intelligence artificielle, sur les outils qui vous permettent de créer des solutions. Parce que si vous cherchez à déléguer comme on l'a fait nous-mêmes, eh bien, vous devenez entièrement dépendant et à la merci d'un développeur, d'une agence, peu importe, qui va littéralement se permettre de mettre n'importe quel prix, étant donné qu'elle sait que vous n'avez pas d'autre choix que cela. Donc, commencez par vous former vous-même, et si vous voulez lancer des projets ambitieux dans l'IA ou n'importe quel projet tech, eh bien, essayez de vous entourer très très vite de quelqu'un de technique autour de vous qui va pouvoir venir challenger des futurs développeurs, des futurs employés, des agences, n'importe quelle entreprise de développement, et vous assurer que vous ne vous faites pas littéralement pigeonner. La 11e et dernière
dernière erreur qui est probablement pour moi la plus grosse erreur qu'on a pu faire. C'est pas l'erreur qui nous a coûté le plus d'argent, même si ça nous a coûté, je crois, à peu près presque une dizaine de milliers d'euros, c'est de vouloir déposer un brevet. D'ailleurs, je crois qu'on peut toujours retrouver le brevet, ou alors je vous l'afficherai juste ici, qui était le brevet de notre application. Encore une fois, on avait 20 ans, on démarrait, c'est normal de faire ce genre d'erreur. Je pense que ça vient compléter justement les deux autres erreurs que je vous ai citées par rapport au fait de ne vouloir parler de notre idée à personne et le fait de passer son temps sur les mauvaises tâches. Eh bien, on a déposé un brevet pour valider le concept de notre logiciel qu'on était en train de mettre en place, alors que honnêtement, un brevet, ça sert à rien. On revient à cette histoire d'exécution. On a dépensé des milliers d'euros en frais d'avocat pour faire des demandes auprès de l'OMPI. On a payé des frais administratifs auprès de l'OMPI, donc qui est l'entreprise, l'organisation qui se charge de la propriété intellectuelle dans le monde. Et du coup, tout ce temps-là, tout cet argent-là, encore une fois, on pensait qu'il était bien investi parce qu'on pensait que la valeur de notre entreprise, la valeur qui était en train de prendre l'entreprise, se basait uniquement sur la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que quand on venait pitcher des investisseurs, plutôt que se concentrer uniquement sur la traction qu'on avait réussi à générer avec le début de Poke, plutôt que de se concentrer à recréer du business, à re-avoir des clients payants, eh bien nous on mettait en avant le fait qu'on avait un brevet, ce qui sur le papier ne vaut rien parce que votre brevet il est très sympa, mais tant que l'idée n'est pas en place et à moins que vous ayez vraiment révolutionné le marché et inventé quelque chose de complètement exceptionnel, eh bien un brevet ça sert à rien. Ce qui fait foi pour amener de la valeur à votre business, encore une fois, c'est sa rentabilité et à quel point vous êtes capable de générer du cash. Et je pense qu'on aurait pu beaucoup plus facilement convaincre les investisseurs si on avait de l'argent qui était généré chaque mois et qu'on était cash flow positif, plutôt qu'appuyer une grosse partie de notre argumentaire sur un brevet d'une 50aine de pages qu'on a pris énormément d'heures à développer, qu'on a dépensé énormément d'argent pour le mettre en place et le faire accepter, au lieu d'au final se concentrer encore une fois sur l'acquisition client, sur la mise en marché de notre produit. Même s'il n'était pas super, on aurait dû très rapidement mettre quelque chose sur le marché, voir si les utilisateurs étaient prêts à payer. Et je pense que, encore une fois, c'était une manière un peu pour nous peut-être de, pas de nous voiler la face, mais de se cacher de quelque chose, d'une certaine peur qu'on avait d'aller sur le marché et de se confronter à la réalité de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Les deux dernières erreurs, je les trouve particulièrement intéressantes sur la dépendance au profil technique et le fait d'avoir voulu déposer un brevet. Honnêtement, j'aurais rêvé à l'époque de Poke avoir des outils comme Lovable, comme Bolt, comme Cursor pour mettre littéralement notre application sur le marché 10 fois plus rapidement. D'ailleurs, j'avais même essayé de recréer le début de l'application Poke avec un outil à l'époque qui s'appelait WebSim et en quelques heures seulement, j'avais réussi à recréer la base, les fondations de l'application. Je l'ai envoyé à un de nos anciens développeurs qui m'a littéralement répondu par message que j'avais réussi à faire en 2 heures, ce qui lui aurait pris 2 semaines. Donc aujourd'hui, vous avez énormément d'opportunités qui s'offrent à vous avec l'intelligence artificielle. J'espère que vous aurez réussi à tirer quelques astuces, quelques tips qui vont vous aider dans votre propre parcours d'entrepreneur issu des erreurs que j'ai pu commettre. Mais le plus gros conseil que je peux vous donner aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser ces outils qui vous permettent de développer 10 fois plus vite. Mettez sur le marché votre produit, mettez en place votre service. Si ça vous intéresse, j'ai d'ailleurs fait une vidéo entière où je vous montre comment j'utilise ces outils d'intelligence artificielle pour développer une application de A à Z.